À 6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens, un même sujet mais deux lectures en une des Échos et de l'Humanité. Pouvoir d'achat, croissance, ce qui attend la France, titre le quotidien économique. Lecture plus politique des chiffres dans l'UMA. L'INSEE démontre l'inefficacité des choix économiques de Manuel Valls. Direct Matin, comme le Figaro, reviennent sur les Chebabs qui sèment la terreur au Kenya après l'attaque extrêmement meurtrière d'un commando islamiste hier sur un campus de Garissa. Passant d'une chambre à l'autre, les miliciens ont cherché à identifier les non-musulmans en demandant aux jeunes gens de réciter des versets du Coran. Si vous étiez un chrétien, vous étiez tué sur place, témoigne un étudiant. Bilan 147 morts et environ 80 blessés, dont une dizaine sont dans un état très grave. Libération rend un bel hommage à Manuel de Oliveira, le réalisateur portugais qui s'est éteint hier à l'âge de 106 ans. Il est mort dans sa maison de Porto. Imaginez qu'il avait commencé à l'époque du muet, Manuel de Oliveira. Catherine Deneuve, qui avait tourné 2 fois avec lui, en 95 et en 2003, se souvient d'un homme à la fois séducteur et autoritaire. Oliveira, écrit Libé, c'était un siècle de cinéma. Enfin, pendant que Marion, Eva et Julie vont aller nous préparer un café, un papier sur les... Ça va pas, non. Quoi ? Un papier sur les tâches domestiques dans Aujourd'hui en France. Donc, pendant que les filles font la vaisselle, les garçons s'amusent. Bon, moi j'y vais. C'est ce qu'on Allez, vous a on va demandé. préparer son café. Sans sucre, s'il vous plaît, Julie. Rien de nouveau sous le soleil, donc si ce n'est que ces vieux clichés, figurez-vous, perdurent chez les jeunes. D'où ce titre. À 20 ans déjà, le ménage, c'est pour elle. Comment ça, le repassage aussi, Axel ? Oh non, ça, c'est pas possible. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin ? Alors, il y a ces deux unes qui se font écho ce matin, celle de la Dépêche du Midi sur le débat relancé autour de la légitime défense après la condamnation du cafetier de Lavore. Et dans le même temps, justement, cette question qui se pose aussi à Nice, meurtre ou légitime défense, alors qu'une reconstitution était organisée, raconte Nice Matin avec Stéphane Turc, le propriétaire de la bijouterie qui avait tué son agresseur. On en avait beaucoup parlé, c'était en 2013. Un jugement reporté également à la une de l'Est républicain, celui des surirradiés d'Épinal. La Cour d'appel de Paris a reporté hier sa décision pour des raisons techniques, frustration et incompréhension des victimes, écrit le journal de Meurthe-et-Moselle. L'histoire du jour est celle d'une repentance, une curieuse repentance, hein, Marion, à lire dans le Courrier de l'Ouest. Oui, visiblement un cambrioleur qui ne s'assume pas vraiment. Le 13 février dernier, il braque une boulangerie du pain dans les Deux-Sèvres. Foulard sur le bas du visage, il se sert dans la caisse, classique, repart avec 120, 130 €. Mais avant de filer, il s'excuse verbalement de son acte. Merci Julie qui m'apporte un café. Qui apporte donc un café. Mais je rêve. Et notre cambrioleur, il s'enfuit après s'être excusé verbalement. Et ce n'est que mercredi, avant-hier, qu'il a été retrouvé par les enquêteurs. Mais pendant sa cavale, il s'est excusé une nouvelle fois et d'une toute autre manière, en écrivant à la boulangerie une lettre d'excuse accompagnée d'une somme d'argent en liquide. Dans la lettre, il avait même tenté de positiver sur son méfait. J'espère, avait-il écrit, que cette mésaventure aura pu créer de la publicité pour votre commerce. Osez quand même. Pas sûr que le tribunal de Niort en tienne compte. Le braqueur est jugé aujourd'hui en comparution immédiate. Merci. Vous pouvez écouter mon café, j'ai peur que Julie l'ait empoisonné. Je n'ai pas tout à fait confiance. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, une enquête de Time, le magazine américain, sur le nouvel ami, ou plutôt le nouvel ennemi de la famille. J'ai nommé le téléphone portable. Ouais, avec une étude fascinante et un peu inquiétante, publiée par le Centre médical de Boston, une étude qui s'intéresse au comportement des parents dès qu'ils ont un smartphone au bout des doigts et sous les yeux, un peu comme vous Julie d'ailleurs. Des médecins, des pédiatres qui sont allés s'asseoir incognito dans quelques fast-food américains et pendant des heures, ils ont observé, noté les attitudes de dizaines de papas, de mamans et de leur progéniture. Le résultat donne franchement à réfléchir. De quoi jeter une lumière crue, dit le Time, sur de nombreux parents totalement absorbés par leur appareil. Et c'est comme si soudain les enfants entraient en compétition avec le téléphone pour attirer l'attention des adultes. Moi, je fais pas ça, moi. Ici, il y a un père de famille qui s'énerve gratuitement contre ses enfants qui ne font que le tirer par la manche, finalement, pour qu'il détourne les yeux de son écran pendant le repas. Et là, il y a une maman qui file un coup de pied carrément sous la table à son garçon, sans un regard, sans dire un mot, parce qu'il essaye simplement de lui parler. Mais ça fait peur quand même, ce genre de scène. Moi, je vois dit, ça quasiment tous les jours dans les parcs notamment. On y assiste à ce genre de scène aussi dans la vie quotidienne. À tel point que les pédiatres qui ont fait cette étude veulent sortir un guide du bon comportement avec un téléphone. Et ils expliquent les enjeux, c'est important dans les colonnes de Time. Vérifiez vos emails, votre page Facebook en permanence devant vos enfants.
Ce n'est pas juste pour des enfants qui apprennent les règles sociales en regardant les adultes, en participant. Les grands sont des modèles et si vous passez votre temps à envoyer des SMS au lieu de parler au petit bonhomme qui est à côté de vous, il sera moins bien armé pour sa vie plus tard. Ça paraît évident à dire comme ça. Ça fait pas de mal de le répéter à haute voix de temps en temps. Évidemment, c'est donc à lire dans le Time. Heureusement, Axel de Tarlet a un rapport très distancié avec son bebop. Axel, à la une de l'Écho ce matin. Les Français... C'était bien, les bebop. C'était bien, les dans bebop, la hein. rue avec les bandes bleues Ça et passait vertes. nulle part, on était tranquille, quoi. Les Français épargnent trop, c'est-à-dire sur le Figaro.fr, Axel. Et c'est pas banal parce que c'est un spécialiste de l'épargne qui le dit. Donc c'est une étude commandée par ING Direct qui propose de l'épargne et qui dit nous épargnons trop. Alors les chiffres sont connus, on épargne 16% de nos revenus. Il faut savoir que c'est bien plus qu'ailleurs en Europe. Au Royaume-Uni, c'est 6%, en Italie 12%. Donc sur un salaire net, un salaire moyen net des Français, c'est 2150 euros. Ça veut dire que par mois, on épargne en moyenne 350 euros. Donc c'est les champions, voilà, les Français. Mais pourquoi on épargne comme ça autant ? On épargne beaucoup parce qu'on a peur. Alors du coup, on achète des maisons parce que dans cette épargne, il y a aussi le remboursement immobilier. Voilà, si vous avez un emprunt immobilier, c'est considéré, ça rentre dans les 16%. C'est considéré comme de l'épargne française, comme de l'épargne. Mais il y a ce sondage qui dit 58% disent ils épargnent pour faire face à des imprévus, à des coups durs. Et ça, et du coup, on met comme ça sur son livret A ou sur son compte en banque 6 mois de salaire. Et les Français disent, et on aimerait même mettre 9 mois de salaire immédiatement disponible s'il m'arrive un coup dur. Et ING Direct dit, mais c'est beaucoup trop. Il faut en moyenne avoir 3 mois pour payer son loyer et ses charges. Vous rajoutez un maximum 1 mois par enfant. Voilà. Parce que le problème d'épargner autant, c'est que ça immobilise l'argent qui, au lieu de circuler, de faire tourner l'économie, eh bien, plombe l'économie et la croissance, voilà. Donc le message, c'est arrêtez d'épargner, sortez de votre coquille, dépensez, achetez, allons claquer, et achetez-nous des œufs au chocolat. Et tant pis pour ING Direct qui propose de l'épargne et qui a commandé cette étude. Et ben voilà. Ah bah oui. Ah bah ouais, il est fort quand même, cet Axel de Tarlet. À la télé, Eva Rock, qui a 5 ans et demi, nous propose 2 dessins animés pour ce week-end. Dimanche à 20h55 sur TF1, L'âge de glace 4, la dérive des continents. Ah puis il y a Cendrillon aussi. Et ben voilà, sur Cendrillon. M6 à 20h55 pour Julie. Oui, dimanche soir, les enfants, c'est pour vous, c'est la soirée. Bon, les grands aussi, il faudra que vous demandiez l'autorisation à vos enfants pour vous mettre devant la télé. 2 chefs-d'œuvre de l'animation qui débarquent. 62 ans d'écart entre Cendrillon et L'âge de glace. On commence donc avec un classique, 1950 pour le film de Walt Disney. On compte plus les adaptations d'ailleurs depuis 1950, mais quand même l'original, c'est toujours mieux. La pantoufle de verre, le prince charmant, la marâtre, les méchantes sœurs, le carrosse citrouille et les petites souris. Et puis Cendrillon qui, même quand elle fait le ménage, Thomas, même quand elle fait le café aussi, elle chante. Chante, rossignol, chante, mon doux rossignol. Avec des dessins faits à la main. Le café en se taisant, non? C'est incroyable ça. Moi j'ai chanté en préparant votre café tout à l'heure dans la machine. Et puis en 2012, la princesse, elle a beaucoup plus de poils. Elle s'appelle Ellie, c'est une femelle mammouth. Ah bon? Eh oui. Elle est une des stars du 4e volet de L'âge de glace. Alors, image de synthèse, humour et quand même message de sensibilisation sur les conséquences du réchauffement climatique, puisque c'est sur la dérive des continents. Alors, on est loin du conte de fées à la Disney, mais on retrouve Manny qui est le mammouth, Scrat, vous savez, qui cherche toujours à sauver son gland de chêne. Et puis Sid, qui est un paresseux, qui a une drôle de dégaine quand même. Alors lui, il chante presque aussi bien que Cendrillon, il danse surtout. La voix est assurée par Elie Semoun. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez, c'est parti. Je suis Sid, le paresseux du film L'âge de glace. Ensemble, on va apprendre une nouvelle danse, la dérive des continents. Allez, debout sur vos 2 jambes. Vous verrez, c'est pas dur, faites juste comme moi. En avant, et puis danse en arrière, et recommence à gauche. Dérive à droite, et dérive, croise. C'est Véronique et Davina. Et on fait le mammouth. Dites que Véronique et Davina datent de L'âge de glace, c'est pas très gentil. Hein. Bon, allez, je vous propose quand même de voter dans le studio. Qui va regarder Cendrillon dimanche soir? Il n'y a que Julie. On va encore s'engueuler devant la télé, Julie. Mais L'âge de glace, c'est un classique. Alors, je le connais par cœur, moi aussi. C'est quasi tous les week-ends. Jamais vu. Et voilà. C'est le 4. Et le 5e, Julie. Et le 5e sortira l'année prochaine. C'est vrai? En 2016, exactement. Vous nous en parlerez? Oui. En attendant, bonne fête de Pâques, rideau sur le kiosque.